Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Heureux de vous savoir nombreux pour suivre votre émission Décryptage. Nous sommes là de plein pied pour le premier numéro de cette année 2025. Sur ce, nous allons justement brosser une forme de rétrospective de l'année 2024 qui vient de finir. Il est évident qu'il n'est pas possible de brosser la vie sociopolitique de la République démocratique du Congo dans son ensemble en quelques minutes, mais nous avons choisi de parler justement de la vie de la République démocratique du Congo pendant l'année 2024 sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan socio et économique. Pour ça, pour ce numéro spécialement, j'ai sur ce plateau, à ma gauche, à droite de votre écran, monsieur Joseph Edeba, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Fiston. Vous allez bien? Très bien, nous allons bien. Cependant, nous commençons notre mot par saluer notre co-débatteur, maître Moïse Pika. Oui, malgré que c'était à moi de le présenter au public. Évidemment, téléspectateurs. Je vous ai anticipé quand même, ça il faut l'accepter. Je vous l'accorde. Également, je salue tous nos téléspectateurs de partout, ceux qui nous suivent, à Bunagana aussi, nous ne les avons pas oubliés. Évidemment, notre politique de gouvernance en matière de sécurité pose un problème sérieux. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à rétablir la paix à l'est du pays. C'est vrai que c'est beaucoup des enjeux qui rentrent en ligne de compte, mais nous pensons que bientôt, nous allons trouver la solution à cette histoire de guerre pour, n'est-ce pas, rétablir la paix définitive et durable dans cette partie du pays. Toujours dans la logique de l'anticipation. En effet. Parce qu'on va en parler dans l'émission. Oui, voilà, à ma droite, à votre gauche, chers téléspectateurs, j'ai l'habitué de cette émission, Moïse Pika, à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon frère Fiston, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette important. année 2025 qui commence. Merci, pareil. Je sais que vous êtes un journaliste, un grand journaliste. Parmi les journalistes de votre génération surtout, vous brillez dans ce que vous faites. Moi, je suis fier de vous. Permettez-moi de saluer mon frère Joseph du LGD, les partis chers au Premier ministre Honoré Matata Mponyo. Je sais qu'ils sont à l'opposition, mais là, je suis en train de féliciter ses premiers mots lorsqu'il dit, en tout cas très bientôt là, nous allons, nous Congolais, c'est-à-dire le gouvernement et nous tous Congolais, prendre des positions fermes pour que cette histoire de la guerre à l'Est finisse. Là, je suis très content parce que lorsqu'un Congolais de l'opposition ou de la majorité qu'il soit, mais qu'il reconnaît que beaucoup des enjeux entrent en ligne dans cette histoire-là de la guerre et que nous allons vers la solution. En tout cas, ça doit réjouir les Congolais. Permettez-moi de présenter mes meilleurs voeux à mon très cher aîné, Willy Kalengai, un vieux que j'aime beaucoup, un vieux qui est un modèle pour beaucoup, pour moi également. Aussi aux téléspectateurs, que je ne peux pas oublier à présenter mes meilleurs vœux, même ceux qui sont à l'étranger, à la diaspora. Nous leur présentons nos meilleurs vœux et nous espérons qu'ils seront très édifiés ce soir. Voilà, ils seront très édifiés ce soir. Nous aussi, nous vous rendons vos meilleurs vœux pour cette année 2025 qui commence. Je vais vous rappeler qu'ici, j'ai Joseph Edeba qui est de LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, parti cher à Matata Mponyo. Maître Moïse Pika et de AREP qui est agissant pour la République de Maître Guy Luando. Voilà. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des enjeux politiques, sécuritaires et socio-économiques de la République démocratique du Congo pendant l'année 2024. Je commence avec vous, Joseph Edeba. L'année 2024 a été une année qui a été truffée de grands événements. On va commencer par l'investiture, qui a été justement l'issue des élections de 2023. On a vu comment est-ce que le gouvernement s'est mis en place. On a vu comment les institutions issues, bien évidemment, de ces élections se sont établies et mises en place avec les animateurs. Est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, la RDC a fait un pas en avant en termes de démocratie? Alors, il faut d'abord commencer par dire que l'année 2024 a été une année presque sombre pour les Congolais. Sombre, vous dites? Évidemment, je le dis avec beaucoup de pincettes, que c'était une année vraiment sombre. Sur le plan politique, la RDC a perdu plus ou moins 4 à 5 mois d'inactivité. Nos institutions ne fonctionnaient pas parce qu'il fallait régler les problèmes internes de l'Union sacrée avant la nomination
des membres du gouvernement pour commencer à travailler. Tandis que si nous observons à l'échelle internationale des pays comme le Venezuela et ailleurs, ils élisent un président de la République au même mois de novembre et décembre, comme chez nous en RDC. Mais quelques jours après, c'est la rentrée ou l'investiture qui est suivie normalement par les actions qui se posent par le gouvernement. Évidemment, en RDC, nous avons perdu beaucoup de temps à régler les guéguerres internes de l'Union sacrée pour finalement arriver... Ah, c'était des guéguerres, pas des évidemment, négociations ou des pas consultations. des négociations, ce n'était pas non plus des consultations, c'était des guéguerres, des positionnements au sein de l'Union sacrée pour finalement avoir un Premier ministre. Mais au-delà de ça, avant d'avoir un gouvernement dirigé par Mme Souminois, il fallait encore rentrer dans des consultations. Vous savez que ça a fait perdre beaucoup de mois, beaucoup de jours au pays. Pourtant, vous savez que les 100 premiers jours déjà, un gouvernement sérieux peut poser des actes comme nous l'avons fait à l'époque de la nomination de notre président national comme Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et donc, en effet, ces moments perdus, ces instants perdus à discutailler des choses non essentielles au progrès de notre nation nous a fait régresser et nous a fait perdre beaucoup de temps en matière de gouvernance. C'est quelque chose de capital qu'il faut ici présenter comme étant un échec, quelque chose qu'il faut présenter ici comme étant un manque à gagner pour les Congolais. Il faut aussi noter dont on attribue la responsabilité à la Constitution. Non pas à la Constitution, mais à celui qui gouverne, à celui qui gère le pays. Le président de la République doit accepter, endosser cette responsabilité parce que nulle part de la Constitution, il est mentionné qu'il faut faire des consultations dans sa famille politique pour finalement arriver à déceler celui qui peut être l'animateur du gouvernement. Et donc, en effet, ce n'est pas la faute à la Constitution. Cependant, il faut accepter qu'après que nous puissions nommer le gouvernement... Mais quand même, il faut qu'il y ait des négociations internes pour dégager, parce que la majorité n'étant pas acquise par un parti politique, il faut quand même qu'il y ait des conciliables pour trouver la coalition majoritaire et dégager un Premier ministre. Écoutez, monsieur Fiston, la majorité au sein de l'Union sacrée était déjà décelée. Nous le savons. Il ne s'agissait pas ici de prendre assez de temps comme M. Kabouya a fait plus de 2 mois pour justement présenter un travail qu'il fallait faire dans 4 jours. Et donc, en effet, ces temps perdus, n'est-ce pas, constituent aujourd'hui quelque chose qui ressemble à un manque à gagner pour la population. Il faut l'accepter ainsi. Et en effet, ensuite, vous savez, après les cheminements, il fallait quand même que nous puissions voir la matérialisation de la vision du chef de l'État qui, pendant la campagne électorale, nous disait que voilà, il y a les 6 piliers à suivre. Le premier point serait celui de, n'est-ce pas, créer des emplois. 6 millions. 6 400 000 emplois, chose qu'il s'est rebiffé récemment. Il a dit que ce n'est pas l'État qui donne de l'emploi aux jeunes. Les jeunes doivent se débrouiller. Cependant, à l'époque, le président de la République avait promis de créer des emplois. Il faut y noter ici encore que le président de la République, avec son gouvernement, n'ont pas su donner le meilleur d'eux pour, n'est-ce pas, délivrer de résultats probants à la population. Nous prenons l'exemple palpable comme celui de l'inflation. L'inflation n'a pas bougé. Actuellement, s'il faut voir, les taux de l'inflation, c'était 27, 28 000 l'année 2024. Aujourd'hui, ça reste presque la même chose. C'est-à-dire que les efforts... Avec les taux d'échange, les taux d'échange n'ont pas vraiment évolué. Nous sommes restés sur place. En outre, si vous prenez les taux de chômage s'est accru par rapport à quelques années passées. Nous avions 63% de taux de chômage. Aujourd'hui, nous avons 83% de taux de chômage. Ce qui veut dire qu'au lieu que la République puisse faire des avancées significatives, la République a reculé encore une fois pour dire que le taux de chômage a augmenté. Si vous prenez les soldes budgétaires de l'année 2024, qui a fait d'ailleurs débat à l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte que la République a beaucoup perdu d'argent encore une fois en 2024 pour ne rien faire. Les soldes budgétaires est toujours déficitaire malgré ce qu'on nous dit, l'augmentation du budget et tout le reste. Ce qui veut dire que dans l'ensemble de la gouvernance du pays, M. Félix Antoine Tshisekedi avec le nouveau gouvernement
n'ont pas donné des meilleurs résultats attendus pour 2024. Pas d'avancée. Et donc, pas d'avancement pour la Une année République. sombre politiquement. Au-delà de la politique, nous avons aussi l'aspect sécuritaire. On va en parler justement. Et donc, en effet, pour nous dans l'opposition, nous savons que l'année 2024 a été une année où la pauvreté s'est accrue. La difficulté à sillonner la République s'est accrue. Les manques de routes s'est intensifié. Et donc, en effet, nous savons ici comptabiliser que l'année 2024 a été une année essentiellement sombre pour la République démocratique. Vous pensez que l'année 2024 a été une année sombre? Nous avons assisté, bien évidemment, comme j'ai évoqué ici en posant la question à Joseph Edeba, qu'on a quand même assisté à une avancée démocratique, mise en place des institutions, prestation des serments à l'issue des élections de 2023. Politiquement, la RDC a avancé, ou c'est une année sombre, comme a dit le LGD Joseph Edeba? Merci beaucoup, mon frère Fiston. La question est très intéressante. Mais là, je suis un peu choqué politiquement. Comment ça? Je suis un peu choqué parce que je suis convaincu que jusque-là, sauf le contraire, je suis devant un intellectuel, un jeune Congolais qui avait bien commencé à réfléchir, mais qui, petit à petit, commence à décevoir. Mais je sais... À vous décevoir? Non, à décevoir même l'opinion. Par ce qu'il a dit, par ce qu'il venait de dire. Je commence. Je reconnais moi également que l'année 2024 a subi dans notre pays un peu des zones de turbulence. Il a dit 2 mois, 5 mois pour constituer pas de un problème. gouvernement. Je suis en train de venir. Vous m'avez posé des questions. Vous m'avez posé la question. C'est comme ça que j'ai dit. Je reconnais que l'année 2024, pas seulement aujourd'hui, pendant des décennies, l'année 2024 précisément a connu beaucoup de zones de turbulence. Un échec. Politiquement parlant. Politiquement parlant. Mais je ne peux pas supporter qu'on définisse la démocratie, bien que la démocratie est composée par les mêmes lettres en français. Nous, on parle le français. Mais la démocratie ne se définit pas de la même manière dans tous les États du monde. Et il a donné un très mauvais exemple. Il a parlé du Venezuela. Il a dit que chez nous, nous avons passé presque 2 à 5 mois, selon aussi votre question, en train de vouloir de chercher comment faire asseoir les institutions. Alors qu'on avait déjà la majorité. Alors qu'au Venezuela... J'ai cité plusieurs pays. J'ai dit Argentine, Venezuela. Et... Oui, je prends Venezuela, ce n'est pas un péché. Alors qu'au Venezuela, c'est du tic au tac. Sans toutefois nous dire qu'est-ce que les lois vénézuélaises, permettez-moi, du Venezuela, ou les lois du Venezuela disent en ce qui concerne les institutions du Venezuela. Il ne faut pas comparer des choses sans fondement, sans soubassement. Lorsque nous sommes sur les plateaux de télévision et que nous faisons des émissions telles que celle-ci, nous devons parler, intervenir avec des soubassements. Moi, je sais, comme tous ici sur ces plateaux, que la Constitution de la République démocratique du Congo de 2016, de 2006, vous analysez sans faire des leçons. De 2006, je vais arriver. Dans son article 78, elle dit que le Premier ministre est nommé après consultation par le chef de l'État, bien sûr, de la majorité parlementaire ou présidentielle. Qui était déjà une chose acquise. Je vais bien, je ne refuse pas. Pourquoi je cite cette disposition de la loi? Parce qu'il a dit que nous avons eu plus de 2 mois, alors qu'au Venezuela et dans d'autres pays, c'est dit tic au tac. Je pensais peut-être que la loi aussi citait le Sénégal, parce qu'en 2024, tout le monde a cité le Sénégal, sans toutefois nous dire ce que veut les lois du Sénégal. N'est-ce pas? Alors, c'est aller à côté. C'est aller à côté. Je n'accepte pas le temps que nous avons eu là, n'est-ce pas? 3 mois, Comment 2 vous mois, expliquez d'abord cette 5 mois. Comment vous expliquez ça? Mais je ne veux pas qu'on dise que voilà, au Venezuela, c'est du tic au tac, alors qu'au Congo, ça devait aussi être du tic au tac. Ça, c'est compris. Alors, on avance. Si nous voulons qu'au Congo aussi, ça soit du tic au tac, c'est-à-dire que nous devons retoucher les lois. Vous revenez dans le débat. Non, j'ai dit... les lois ou la Constitution sont claires. J'ai conditionné. J'ai dit, si nous voulons que ça soit du tic au tac, parce que la Constitution actuelle date de 2006.
Donc, si nous voulons que ça soit du tic au tac et qu'aujourd'hui Moïse Pika est élu président de la République, 48 heures après, on doit avoir un gouvernement, alors changeons ce qu'il faut changer, révisons ce qu'il faut donner réviser. un exemple d'un Je précédent. je vais aller un peu plus loin. Je vais aller, parce que là, j'étais au niveau de la forme. Dans ce pays avec la même constitution, Permettez-moi maintenant nous avons eu un gouvernement dans 10 jours. Ce n'est pas parce qu'il est là ou bien parce que je suis porte-parole de Matata Pogno, mais avec Matata Pogno, celui-ci a fait 10 jours pour constituer un gouvernement. C'était en 2012. Nous tous, nous le savons. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui... Interrogeons l'histoire. C'était la même loi, la même constitution. Non, le problème, ce n'est pas seulement la loi, mais le problème, c'est aussi les circonstances politiques auxquelles les politiciens ou le président de la République fait face. Ah, vous faites allusion à quoi? Par exemple, en 2011 ou en 2012, comme vous venez de le dire là, on n'avait pas autant de partis politiques qui avaient soutenu le président de la République. Alors, cette fois-là, il y avait quand même 400 partis pour le président de la République. Ça, c'est un. C'est un élément à ne pas négliger. C'est un élément à ne pas négliger. De deux, en 2012, on n'avait pas les mêmes circonstances politiques qu'en 2018 et qu'en 2023. En 2006, vous n'allez pas me dire qu'en 2006, après l'élection du président Joseph Kabila, c'était 10 jours. Non, ce n'était pas 10 jours. C'était au-delà. Mais pourquoi en 2006, c'était au-delà de 10 jours? En 2012, c'était 10 jours. Et qu'en 2018, c'était autant de jours. C'est-à-dire que la Constitution reste la même. Mais les humains en font... Non, les circonstances politiques, pas les humains. Ok. Les circonstances politiques de 2006 n'étaient pas les circonstances politiques de 2011. Parce qu'en 2006 et en 2011, c'était toujours le président de la République, Joseph Kabila. Mais les circonstances politiques n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que même si en 2023, on a eu 1 mois, 2 mois, lorsque nous interrogeons l'histoire va nous dire qu'en 2006, ce n'était pas 10 jours pour nommer les gouvernements. Et qu'en 2011 ou 12, c'était 10 jours, comme tu venais de le dire. Et qu'en 2018, donc vous voyez, la loi reste la même. Donc, politiquement, la Constitution reste la même. 2024, si donc vous on ne va pas définir l'année en un mot, politiquement, vous allez dire quoi? Ce que moi je veux, en tant que citoyen congolais, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, stabiliser les choses. Et que ça soit, si par exemple aujourd'hui, mon frère Joseph est élu président de la République, dans peu de temps, pourquoi pas 48 heures, comme il a cité au Venezuela, directement vous avez... En faisant quoi? Mais bien sûr, en revoyant nos lois. Parce que tout est inscrit dans les lois. Quelle est cette loi-là qui bloque? Il n'est pas question de bloquer. Il est question de respecter. C'est ça le problème. Il n'est pas question de bloquer. Parce que les gens utilisent l'expression bloquer pour jeter de l'opprobre sur les dirigeants. Mais moi, je dis, c'est un problème de respecter les lois, de respecter ce que vous avez trouvé comme loi, ce que j'ai trouvé comme loi. Moi, je ne comprends pas la logique. La logique ici est telle que... C'est de respecter ou de changer? Il faut d'abord respecter ce qui est, même s'il faut changer. D'abord respecter ce qui est. On n'a pas respecté en 2024. Est-ce que nous, on a respecté? C'est comme ça que... ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris toutes ces manœuvres-là. Alors, j'entre maintenant par rapport à la vie politique ou à la vie sociale. Mon frère... On va en parler. Hein? Il y a un volet socio-économique. Oui, oui. On va parler ici. Mon frère a dit ici... J'étais encore très choqué. Il dit que le taux de chômage était de 63% avec, à l'époque. Bon, il n'a pas cité les premiers ministres. Des premiers ministres. Matata Pogno, certainement parce que tu es de son parti politique. Ce n'est que normal. Je suis congolais. Non, ce n'est que normal que tu te penches en ce sens-là. Je suis congolais. Même si, excusez-moi, peut-être les termes, les concepts seraient un peu durs. Même s'il faut mentir, on ne peut pas mentir jusqu'à ce niveau-là. Nous sommes tous congolais, nous sommes tous jeunes. Nous vivons au Congo. À l'époque de Matata Pogno, vous n'allez pas me dire que le taux de chômage était de 63%. Je vous informe. Mon cher, c'est faux. Le contraire, c'est quoi? C'est faux et archi faux. Le contraire, c'est quoi? Si vous voulez, permettez-moi, si vous voulez que nous puissions demander une émission ici avec mon frère Fiston, parlant seulement du taux de chômage depuis 2006 jusqu'à ce jour,
À l'époque, avec Mata Tampono, le taux de chômage était de 95%. Oh 95%. là là. 95%. Même vous n'avez Aujourd'hui, pas nous sommes à combien? d'informations, monsieur. Même C'est aujourd'hui, comme, on n'est pas à 95%. c'est comme ça que je t'ai dit. Bon, si c'est tu votre veux temps que nous d'antenne. puissions demander une Vous émission... n'avez pas l'information, acceptez-les. Même aujourd'hui, Permettez-moi de Vous aurez le continuer. temps de Vous répondre. aurez le temps de parler. C'est comme ça que j'ai dit. Rapidement, Si je vais vous voulez poser que nous d'autres puissions questions, demander qu'on une évolue. émission à mon frère Fiston pour que nous puissions parler que du taux de chômage en République démocratique du Congo depuis 2006, chacun de nous pourra se préparer et apporter des éléments. Malheureusement, parce que là, le temps est en train de courir, il y a beaucoup de sujets à partager, mais je vous dis que Mata Tamponio a laissé, même si je sais que vous êtes de son parti politique, cela n'est que normal, mais Mata Tamponio a laissé le taux de chômage à 95%. Interrogez tous les jeunes Congolais. Bon, écoutez, Interrogez tous les jeunes Congolais. Pika, Ne prenez je vous prenez relance. pas sa position parce que vous êtes de son parti politique. Maître Moïse Pika. Ici, il n'est pas question des partis politiques. Maître Moïse Pika, Nous sommes jeunes, nous parlons vous du avez pays. la parole, vous avez la parole, vous gardez la parole. Quand on parle de l'année 2024, la première partie, c'est-à-dire le premier semestre, a été marqué par la mise en place, bien évidemment, des institutions ou des animateurs d'institutions. Mais la deuxième, bien évidemment, partie de l'année a été consacrée par un débat qui a quand même, on a effleuré quand même le débat ici, le débat du changement ou de la révision de la Constitution. Est-ce que regardez tout ce que nous avons évoqué ici, Joseph Fedeba a parlé du retard qu'on a constaté, vous avez parlé justement de la nécessité de revoir nos lois par rapport à ce retard-là que vous avez justement accepté et que vous avez dit que l'année 2024 n'a pas été du tout rose. Est-ce qu'il faut changer? C'est quoi l'opportunité? C'est Les problèmes du changement de la Constitution au revoir. ou de la révision n'est pas seulement lié par rapport à la mise en place des institutions. Moi, je ne veux pas que nous puissions réduire la question Parce de que la révision. ça a commencé dès là. S'il vous plaît, réfléchissons comme des intellectuels, comme des Le Congolais. premier argument Je lancé... refuse. Je refuse que nous puissions réduire la question du changement de la Constitution ou encore de sa révision seulement au simple mise en place, à la simple mise en place des institutions. Parce qu'il n'y a pas que la mise en place des institutions. Il y a encore quoi? Il y a encore beaucoup de questions. Comme Je vais te dire par exemple, ici nous sommes en train de débattre sur la question du temps que prend la mise en place des institutions. c'est ça c'est un fait. Que nous sert l'informateur? C'est l'informateur qui nous prend aussi du temps. Il est inscrit dans la Constitution de l'informateur. Ce n'est pas Tshisekedi, le président Tshisekedi, qui a mené la question de l'informateur. Des dispositions, par exemple, celle qui dit, ou celle qui veut, celles qui disent la Cour suprême de justice à l'installation de la Cour constitutionnelle, tout ça, ne sera pas opérationnel. Ces dispositions-là, jusqu'aujourd'hui, se retrouvent dans la Constitution. Quelle est son importance? La Cour? La disposition qui installe, n'est-ce pas, qui crée la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, aussi la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle est déjà installée. Le Conseil d'État est déjà installé. La Cour de cassation est déjà installée. Mais la disposition reste toujours dans la Constitution. On ne peut pas l'élarguer, on ne peut pas l'enlever. Deux. Il y en a beaucoup. Ok, il y en a beaucoup. Joseph Fedeba, Il y en a beaucoup. vous avez évoqué, vous avez Donc, déploré. moi j'ai dit, Je vous ai déjà retiré la parole. j'ai dit qu'il y a nécessité, conformément à l'article 5, de changer la Constitution Rapidement. et conformément à l'article 218, de réviser la Constitution. J'ai évoqué des dispositions. Il a pris beaucoup de temps, L'article vous aurez le temps 5, de ramasser. pour changer la Constitution selon avez la pris- volonté du peuple, et l'article Merci beaucoup, Moïse 218, Pika. la révision. Merci beaucoup. Vous avez écouté Moïse Pika, maître, parler justement de la nécessité de revoir certaines dispositions de la loi fondamentale généralement. Est-ce qu'avec ce que vous avez déploré, un retard dans la mise en place ou dans l'installation des animateurs d'institutions, il y a nécessité de revoir cette constitution? C'est un grand débat qui a fait couler beaucoup d'encre et salive au cours de l'année 2024. Merci pour votre question, monsieur Fiston. J'ai été estomaqué, écœuré, pour ne pas dire consterné par vos propos, maître. Vous savez, par moment, quand nous venons aux émissions, il faut nous apprêter aux gymnastiques, de communiquer, non pas pour nous plaire nous-mêmes, mais pour aider nos citoyens, nos concitoyens qui nous suivent, à comprendre la thématique abordée du jour. Nous parlons ici de
ce qu'a été 2024. Je vous ai dit à l'introduction que 2024 a été une année catastrophique pour les Congolais. Du point de vue institutionnel, nous avons accusé des grands retards à peu près de 7 mois pour justement régler les questions des guerres politiques à l'interne de l'Union sacrée. Au moment où les pays étaient comme en pause de fonctionnement. Vous ne l'avez pas redouté. Deuxièmement, je vous ai dit que ces retards n'ont jamais occasionné les progrès de la RDC. Évidemment, ça n'a pas été aussi consacré par la constitution en vigueur que nous utilisons, votée par le peuple, via un référendum. Je vous ai dit ensuite que nous avons de l'inflation qui a galopé. L'inflation n'a pas baissé. Je vous ai informé ensuite parce que j'ai remarqué que vous avez vraiment des difficultés à vous informer comme il se doit. On peut, on peut argumenter sans attaquer personnellement. Non, bon, j'avance. Je lui ai reproché aussi. J'avance. Je n'ai pas jusque-là attaqué personnellement quelqu'un. Je suis en train d'expliquer. Okay. Je vous ai aussi montré, comme j'ai montré à la population, que les taux de chômage a augmenté à la différence de l'époque de gouvernance de notre président national, l'honorable Augustin Matata Ponyo, que nous avions 63% à l'époque et aujourd'hui nous sommes à 83%. Ce pays, nous n'avons pas eu, 10 ans passés, un taux de 95% de taux de chômage. Non! Disons la vérité à la population. Et c'est comme ça que je vous dis que vous n'êtes pas informés. Ensuite, je vous ai dit que, mon frère, s'il faut vraiment qualifier l'année 2024, elle a été un désastre pour le Congolais. Pourquoi? Parce que les soldes budgétaires ont toujours été négatifs. Voilà les éléments qui déchiffrent en vrai ce qu'a été pour les Congolais l'année 2024. Ensuite, pour boucler l'année 2024, le président Tshisekedi se voyait contre le mur. Il a abordé prématurément la question du changement de la Constitution, ce qui ne représentait pas l'opportunité des progrès pour la République démocratique du Congo. En quoi est-ce que le retard de l'installation de nos institutions a été consacré par la Constitution? Sur quel article? Vous n'allez pas nous mentir et mentir au peuple qui nous suit que parce qu'il fallait régler les problèmes à l'interne de l'Union sacrée, faire des consultations. Vous allez vous rappeler que pour nommer le Premier ministre, il fallait des consultations. Pour élire les présidents de la Chambre basse et haute, il fallait des consultations. Non, finalement, on est passé des consultations en consultations pendant que le peuple avait des urgences à caractère prioritaire. Le président Félix Antoine Tshisekedi a promis qu'il va baisser le dollar une fois être élu. Mais c'était ça la question à attaquer premièrement. Le président Félix Antoine Tshisekedi a promis aux Congolais qu'il n'a pas été fait, il faut le dire. C'est ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Il a promis aux Congolais 6 400 000 emplois. Comment il va créer ces emplois? Parce qu'il nous reste, on est aujourd'hui en 2025. Combien des emplois ont été créés en 2024? Je vous dis ici que c'est zéro. Et donc, en effet, faisant l'ensemble, mais oui, les emplois n'ont pas été créés, mon frère. Maintenant, faisant l'ensemble de ces résultats, je vous ai ici démontré que l'année 2024, du point de vue diplomatique, parce qu'il ne faut même pas l'aborder, nous avons essuyé de l'humiliation au Luanda, vous le savez. On va en parler. Sur le plan de la sécurité, ça a été aussi un désastre. Nous avons perdu plusieurs territoires. Donc l'année 2024 pour les Congolais, en somme, a été une année catastrophique. Je reviens sur la question que vous voulez déposer sur la Constitution. L'opportunité de changer la Constitution. Vous avez entendu, après avoir posé la question à Maître, c'était quoi l'urgence et l'opportunité de changer la Constitution? Il dit non, il y a beaucoup de raisons. Il a parlé de la disposition qui crée la Cour de cassation. J'ai cru entendre un profane. Mais je rappelle ici que mon co-débatteur était un avocat qui nécessairement devait avoir de la matière à présenter à la population, représentant ainsi la nécessité et l'urgence de changer la Constitution. Je vous dis et je vous le répète, aujourd'hui, que les changements ou la motivation de changer la Constitution, selon le président de la République, l'autorité morale de mon frère en face, est sous-bassée de la volonté de pouvoir demeurer éternellement au pouvoir. La raison qui pousse nos amis de l'Union sacrée à changer la Constitution, c'est ça la motivation. Ils veulent devenir des dirigeants à vie, ils ne veulent pas laisser la place. Ils veulent changer la Constitution parce qu'en changeant la Constitution, tout tombe.
Tout le monde aura la possibilité de se représenter sur la prochaine élection. Ils veulent à ce que Félix-Antoine Tshisekedi devienne le dieu, l'empereur, le roi de ce pays, alors qu'il y a bien d'exemples dans le monde qui prouvent à suffisance que le leadership et la gouvernance sont les éléments basiques nécessaires qui permettent le développement et le progrès des nations. Et non le fait de s'éterniser au pouvoir. Nous avons, voilà nous avons les leaders, nous avons des leaders, nous avons quand même des leaders aussi qui mettent en place des programmes de gouvernance. Non, mais quels leaders qui mettent en place les programmes de gouvernance? Comme quel programme de gouvernance déjà vous faites allusion? Donc ici, il faut présenter les choses telles quelles. Je vous ai dit que la vraie motivation, si vous entendez les propos de mon co-débatteur, vous entendez les propos de M. Augustin Kabouya qui dit que le pouvoir des Anans en Nabiso, c'est pour le Brazzaville. Si vous entendez les propos de l'Union sacrée, vous comprenez qu'il n'y a aucune nécessité et urgence à changer la Constitution. Il a parlé de l'article 5, qui, n'est-ce pas, insiste sur la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Mais le peuple a voté cette Constitution par référendum, monsieur. Il faut vous le rappeler. Ensuite, il faut le dire tout clairement que votre parti AREP a levé la voix pour dire nous soutenons la révision constitutionnelle et non les changements de la Constitution. Donc vous êtes en déphasage avec ce qui est même votre idéologie politique. Ici, il faut dire aux Congolais clairement que la volonté de changer la Constitution est une volonté caractérisée des dictateurs, est une volonté sous-bassée des raisons fallacieuses, est une volonté sous-bassée des raisons inexistantes qui, n'est-ce pas, pousseront nos amis de l'Union sacrée à vouloir s'éterniser au pouvoir afin de, n'est-ce pas, voilà, guider et faire de la RDC leur propre poche. Parce qu'ils vous donneront la dernière raison que le chef de l'État a les mains liées. Ils disent souvent que le chef de l'État ne sait pas agir parce qu'il ne sait pas sanctionner les ministres du gouvernement. Je veux qu'on puisse terminer ce débat-là aujourd'hui. Si vous lisez la Constitution en son article 91, ça vous dit quelque chose de très important. Alors, on va lire avec vous ensemble. Rapidement. Oui. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. C'est le président qui assume la responsabilité. Les présidents, ensemble avec la première ministre, définissent la politique de la nation et donc il y en est les responsables primaires. Ici, il faut arrêter avec ces débats pour dire que le président n'a pas les mains liées. Si vous posez la question à mon co-débatteur, si dans le gouvernement il y a des ministres récalcitrants, combien ont été révoqués? Combien ont été sanctionnés par le président de la République? Il vous dira personne. Et donc, en effet, il faut noter ici que le problème n'est ni le fait que nous puissions accuser de retard pour installer les institutions à cause des guerres de l'Union sacrée. Le problème n'est ni lié au simple fait que le président n'a pas les mains liées. Le problème merci beaucoup, Joseph Edeba, on va évoluer. Et donc, vous comprenez que ce sont des motivations sous-bassées du vide, en tout cas. Voilà, quand on parle de la politique, c'est toujours comme ça. C'est toujours chaud. Vous avez compris que l'année 2024 a été morose pour Joseph Edeba, mais aussi il n'a pas l'opportunité d'échanger la Constitution. Un débat qui a été lancé en 2024, au mois d'octobre, si j'ai belle mémoire. Il y a aussi Moïse Puka qui a dit qu'il y a nécessité, bien évidemment, de changer ou revoir quelques dispositions de la Constitution. C'est à vous, chers téléspectateurs, de tirer conclusion sur tout ce qui se dit. Sur ce plateau, on va évoluer avec le secteur de la sécurité. La RDC en 2024 a connu quand même beaucoup d'événements sur le plan de la sécurité, notamment avec cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, nous infligée par le Rwanda, par les billets bien évidemment du M23. Les rapports et tous les témoignages des experts internationaux l'ont démontré. Je suis toujours à vous, Joseph Edeba. Est-ce que le Congo a fait des pas en avant quant à la situation sécuritaire? Est-ce que nous avons quand même, on va quand même se dire aujourd'hui en 2025 que voilà, nous avons quand même fait un chemin que nous allons poursuivre pour essayer un tout petit peu de voir le bout du tunnel et espérer à la paix pour surtout les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. La question est dévolée. Qu'est-ce que vous faites comme analyse par rapport à l'année 2024 sur le plan sécuritaire, les décisions prises, mais aussi est-ce que ça va aider à ce qu'il y ait la paix à l'Est de la RDC?
Alors, moi, mon analyse personnelle, mais aussi de mon parti politique, sur la situation sécuritaire à l'est du pays, est claire. La RDC a un sérieux problème. Lequel? Des gouvernances, des leaderships. Un sérieux problème de commandement politique. Un sérieux problème d'implémentation d'une politique publique en matière de la défense. Ce qui aujourd'hui reste le socle de la résurgence, de l'insécurité et des groupes armés à l'est du pays. Vous allez vous souvenir que c'est le président Tshisekedi et l'Union Sacrée qui nous ont ramené son frère, leur frère, Paul Kagame, ici au stade, et on a chanté pour lui. Yonani Oboya Kagame. Ça, c'est des... De deux, il faut rappeler ici que quand Félix Tshisekedi a commencé son mandat, avant de le débuter d'ailleurs, il a fait appel ici, sur place, des rebelles des M23. Sous Gilbert Kankonde, lui-même d'ailleurs récemment, le président de la République a reconnu qu'ils avaient invité les M23 ici à Kinshasa. Logés aux frais de l'État. Nourris, déplacés aux frais du contribuable congolais. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, c'est l'issue de la mésentente qu'il y a eu entre les gouvernants d'aujourd'hui et les mouvements rebelles à l'Est du pays. La résurgence des M23, c'est suite aux attentes des gouvernances qu'ils avaient avec le gouvernement de la RDC. Et je l'ai dit, pour encore une fois les marteler, que nous avons défait avec nos FRDC, les M23 et tous les groupes rebelles à l'est du pays en 2013, sans passer par des accords. Nous avons imposé la paix en RDC. Et les Congolais vivaient dans la tranquillité. Kabila a laissé le pays en paix. La résurgence des M23, c'est une affaire de l'UDPS et de M. Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, lui-même l'a reconnu. Et donc, en effet, s'il faut évaluer l'année 2024, mon frère, ça fait plus de... Bientôt, ça va faire 3 ans que certains territoires, certaines parties, certaines localités de notre pays demeurent sous le contrôle de l'ennemi. Ça va faire bientôt 3 ans que Bunagana a été envahi par le groupe rebelle. Ça va faire bientôt 3 ans et je ne peux pas dire ici devant les Congolais que l'année 2024 a été une bonne année parce qu'on n'est pas arrivé à récupérer nos terres. Mais il y a eu quand même des efforts. Les efforts, ça doit être les efforts d'apporter la paix durable. C'est ce que le peuple demande. C'est ce que nos frères à l'Est demandent. Le peuple demande la paix. Le peuple demande la sécurité, ce qui rentre d'ailleurs dans la responsabilité primordiale des gouvernants d'aujourd'hui. Et donc, en effet, pour nous, sur le plan sécuritaire, nous avons signé des accords, ça et là. L'accord de Luanda, l'accord de Nairobi. Mais tous ces accords se sont révélés faibles. Face à la réalité, les FARDC n'ont pas su récupérer l'ensemble des territoires contrôlés par les rebelles. Et donc, en effet, pour nous, nous vous disons et répétons ici que la décision politique influe négativement sur le fait que nos FARDC puissent rétablir la paix à l'est du pays. La décision politique des gouvernants d'aujourd'hui témoigne les tâtonnements en ce qui concerne la matière de défense. Les décisions politiques d'aujourd'hui font à ce que nous ayons régulièrement des changements à la tête des commandements. Et ça, si vous savez quand même quelque chose en matière de la guerre, ça dénonce de l'hésitation de gouvernance. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller encore une fois les autorités que c'est assez. Nous sommes allés à plusieurs accords qui se sont révélés finalement faibles. Ce qu'il faut faire, c'est de retourner auprès de ceux qui ont l'expérience d'avoir vaincu les FRDC. À ceux qui ont l'expérience, ici j'ai fait allusion par exemple au général Didier Etumba qui est là. Ah, le vieux en retraite, papa. Consultez les vieux. Consultez il a beaucoup travaillé, papa. Il a aidé ces pays à restaurer la paix à l'est du pays. Il a utilisé quelle stratégie? Mais vous allez vous rendre compte qu'on nomme des amateurs, des gens qui n'avaient aucune notion de ce que représente la guerre, pour les mettre à la tête du commandement de l'armée. Voilà pourquoi nous avons des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Et nous disons que les décisions politiques... Vous pensez que la solution... La solution... c'est de faire un retour
vers ceux qui sont passés. Consultez ceux qui ont vécu. Ceux qui ont vaincu les M23 en 2013, comment ils ont opéré dans l'opération Pomme Orange. Il faut se renseigner, mais aussi associer autour de soi les compétences de la population, La les solution, compétences ce n'est pas négocier. du paysan, les Ce n'est pas compétences avec le Rwanda pour ou le aider à M23. ce que nous puissions imposer. Vous savez, nous avons 9 voisins. Dans les 9 voisins, aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous agresse. Demain, ça va être l'Ouganda. Après, demain, ça va être l'Angola. Nous devons nous doter d'une armée dissuasive qui impose la paix, mais qui ne demande pas la paix. Nous avons eu des accords avec l'EAC, signés par eux. Mais finalement, ça s'est révélé faible parce que jusque-là, nous n'avons pas recouvert la paix à l'est du pays. Merci donc, en beaucoup, effet, merci beaucoup. Sur le plan sécuritaire, nous avons régressé, il faut le dire. Merci beaucoup, Joseph Edeba, Moïse Pika. Sur le plan sécuritaire, la RDC 2024 a redressé. Pas de paix en localité occupée par le M23, soutenu par le Rwanda. Aucune négociation peut faire l'objet d'emmener quand même la paix en RDC. Que pensez-vous? Vous allez remarquer que j'ai été très poli pendant que mon frère parlait. Vous avez votre donc temps. je pense qu'avec tout le temps que vous lui avez accordé, à peu près Comme je vous avais 25 aussi... minutes, Jamais. moi également, je dois récupérer les Jamais. 25 minutes. À moins que je sois court. 12 minutes. J'ai mon chrono Alors, ici. je suis en face d'un jeune manipulé Déjà. par les politiciens congolais. Mais vous êtes politique, hein? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit et je répète. À moins que vous me dites Vous autre avez les chose. preuves. J'ai dit et je répète, j'ai les preuves. Les imputations. Les preuves sont là. Les imputations. Tout ce que vous dites, c'est pour faire plaire Non. à votre autorité morale. Je suis en face, permettez-moi, vous étiez en train de parler pendant 20 minutes, j'étais très poli. Je suis vraiment en face d'un jeune vraiment manipulé par les acteurs politiques qui ont été Pas déjà, des attaques personnelles. J'en suis spécialiste, moi. qui ont donc L'attaque personnelle. déjà assumé des fonctions. Ok, on a compris. Mon frère, bon, je devais d'ailleurs rentrer en arrière par rapport à ce qu'il disait, chômage et consorts. Pas de souci. Malheureusement, c'est déjà passé, mais je vais quand même balayer un peu. En 2013, Matata Ponyo, nommé Premier ministre par le chef de l'État Kabila, il prend un décret pour que les entreprises, ni les entreprises de l'État, ni la fonction publique congolaise puissent nommer. Rappelez-vous, parce que vous êtes jeune. Nommé qui? Non, c'est-à-dire, il a pris une Vous décision, un décret qui interdisait les recrutements ou encore la nomination, n'est-ce pas? Vous avez des références de ces décrets-là? Je n'ai pas encore, à l'émission prochaine, je vais vous amener ça. Je me rappelle, moi je venais. Vous demandez un match. Pas de problème. Je me rappelle que moi, je venais de finir les campus et qu'on avait à l'époque, quand cette décision a été prise, on avait, avec les amis, on avait mal parlé de Matata Ponyo. Bon, c'est déjà passé, nous avançons. Comme j'étais en train de dire, je suis en face d'un jeune manipulé par les politiques congolais. Mon cher frère, à moins que vous ne soyez pas congolais, à moins que vous ne vivez pas au Congo, à moins que vous vivez dans une autre planète que la planète Terre, lorsque vous dites par exemple que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas des avancées, même ceux qui nous suivent peuvent vous lapider. Même ceux qui nous suivent peuvent vous lapider. Comme le président de la République. Ça, je vous l'ai dit. Je vais aller plus loin. Donnez-nous les éléments. Nous avons avancé. Ok. Il y a des avancées. D'abord, premièrement, le gouvernement congolais a refusé toute forme de négociation, ni avec les groupes rebelles, ni avec aucun État qui soutiendrait les groupes rebelles. Or, dans le passé, nous avons vu comment est-ce que le gouvernement congolais, c'est comme ça que j'ai dit, à moins que vous ne vivez pas au Congo, sur une autre planète, nous avons vu dans le passé comment est-ce que le gouvernement congolais, avec le président honoré Joseph Kabila, il y avait eu des négociations en négociation avec les groupes rebelles. D'ailleurs, les journalistes vous ont rappelé, c'est ça qui a fait en sorte que ces rebelles-là puissent se taire et puissent, n'est-ce pas, un peu reculer.
ils n'étaient pas rentrés au Rwanda, ils étaient toujours sur le territoire congolais, mais ils avaient au moins accepté, après multiples négociations, n'est-ce pas, avec le gouvernement congolais, des négociations qui avaient aussi donné des avantages au groupe rebelle, notamment CNDP qui s'est transformé aujourd'hui, c'est M23, et puis ce n'est pas M23 à l'époque du président Tshisekedi, c'est du M23 depuis le président honoraire Joseph Kabila. Comment est-ce que les militaires rwandais devaient occuper, n'est-ce pas, des postes et des fonctions au sein de l'armée congolaise? Suite à des négociations. Suite à des négociations. ACD, puis CNDP. Suite à des négociations. À moins que vous ne soyez pas congolais, à moins que vous ne vivez pas au Congo. Vous êtes contestataire, vous n'êtes pas opposant, vous êtes contestataire, vous pouvez contester. Parce que je ne vous vois pas sur la peau de l'opposant. Je vous vois sur la peau des contestataires, vous suivez tous ces contestataires-là. Mais vous êtes jeune, réfléchissez comme jeune. À moins que vous ne vivez pas au Congo. Les M23 et les autres groupes rebelles se sont tus tout simplement parce que le gouvernement congolais avait multiplié un autre élément en termes d'avancée. Aujourd'hui, on a accru la formation des militaires congolais, des FARDC. Avec des recrutements, même avec les militaires qui étaient déjà dans l'armée. On a augmenté les niveaux de la formation. On a augmenté les niveaux de la formation. Avec le président Joseph Kabila, on était sous embargo, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, on a quand même eu à lever cet embargo. Le ministre Mouya a parlé de plusieurs fonds. Il y a aussi les fonds diplomatiques, les fonds on ne peut pas mettre de côté. Si, je vais vous dire, je suis congolais, je suis jeune congolais, je suis politique congolais, je suis un acteur politique. Si aujourd'hui, moi je suis d'accord avec, n'est-ce pas, l'aspect diplomatique. Parce que la guerre entre la RDC, s'il vous plaît, non, Kagame fuit parce qu'il sait qu'il était déjà à la fin. Kagame n'est pas venu parce qu'il sait déjà qu'il était à la fin. Et que s'il y avait un accord de paix qui serait signé entre la RDC et tout ce monde-là, Kagame ne va pas tirer ce qu'il tire. Kagame est déjà à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Il est déjà là. Il est déjà à sa fin. Il est déjà à sa fin. En ce qui concerne son rôle, les rôles qu'il joue pour les Occidentaux, il est déjà à la fin. Donc, toute guerre entre la RDC et n'importe quel pays frontalier entraînerait des conséquences graves, sécuritaires, sur la région. Pourquoi? Parce que la RDC représente beaucoup, pas seulement sur le continent africain, mais aussi sur notre planète. Ça, j'espère que tous, nous sommes d'accord. La RDC représente beaucoup avec ce que la RDC a, avec ce que toi et moi, Congolais, nous avons dans notre sol et dans notre sous-sol. Nous représentons beaucoup. Aujourd'hui, on parle de voitures électriques. Ça vient de la RDC. Les matières, ça vient de la RDC. Vous l'avez dit au début que c'était une guerre dont beaucoup des enjeux étaient entrés en ligne. Et si aujourd'hui, les enjeux que je faisais à c'est l'incompétence, et si aujourd'hui, je vais vous parler de la leadership, ne vous dérangez pas. Et si aujourd'hui, les Congolais sont en train de se battre pour multiplier les efforts tels que tu l'as dit, les efforts à multiplier, c'est pour amener la paix totale. Certainement, ces efforts-là, c'est parce que les pays n'étaient plus là où ils devaient être. Ça, on doit se le dire. En conclusion, les gouvernements congolais, ensemble, avec notre armée congolaise, les FARDC, sur le plan sécuritaire, il y a des avancées, comme je venais d'évoquer ici. D'abord, refus de toute négociation, des négociations qui nous ont amenés à infiltrer les étrangers, notamment les Rwandais. La population de l'Est, c'est toujours en train de débandade d'une localité à une autre. Écoutez, mon cher ami. Les devoirs, si pas l'obligation de tout gouvernement, c'est de protéger d'abord ses citoyens. Voilà. Et si aujourd'hui, n'est-ce pas, au prix du sang bien sûr, que le gouvernement congolais refuse à négocier, c'est pour protéger l'avenir du peuple. Merci beaucoup, Maître Moïse Pika, on comprend. Vous avez vu les négociations avec le régime du président Kabila, là où ces négociations-là nous ont amenés. Ah, mais Maître Moïse Pika, on va prendre... Il faut être clair, à moins que vous puissiez refuser. On va prendre la dernière question. À moins que vous soyez de mauvaise foi. Moïse Pika. À moins que vous soyez de mauvaise foi. Je vous retire la parole. Les négociations, en négociation avec le président Kabila, nous a amené aujourd'hui
amener le pays là où nous sommes aujourd'hui. C'est bien compris. Moïse Pika. Et nous refusons de négocier. Je vous pose à vous deux la question, parce qu'il est pratiquement impossible d'aborder le troisième sujet concernant le secteur socio-économique en RDC pendant cette année 2024. Le temps nous est vraiment imparti, on nous signale là-bas du côté de la réalisation. Mais, Maître Moïse Pika, la question que je vous pose, regardez tout ce que nous avons évoqué ici. On parle justement de cette volonté du chef de l'État de remanier ou d'échanger le gouvernement actuel. Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut remanier le gouvernement souminois? Et ça sera pourquoi? Bon, merci pour la question. On va clôturer avec cette question. Lorsque vous me posez la question, ça sera pourquoi. D'abord, j'ai dit, je suis de l'Union sacrée. Pas seulement que je suis de l'Union sacrée, mais je suis citoyen congolais, n'est-ce pas? Et que cette question-là est aussi importante, n'est-ce pas? Le gouvernement de Maman Judith a fait presque une année. Non, pas encore. Je dis bien presque. 6 mois. Oui, c'est pourquoi je dis presque. Il est vraiment à la moitié. Oui, c'est pourquoi j'ai utilisé le presque. Il passe encore une année, mais nous sommes en train d'aller déjà bientôt 6 mois, 7 mois, une année. Ça. Alors, si le chef de l'État estime que ce gouvernement a déjà posé les jalons, a posé les fondations, et que non, vous m'avez posé la question. Je suis au début de ma réponse. Je ne vous dis pas de rester... voilà. Mais je vais bien sûr répondre. Donc, remanier un gouvernement n'est pas une urgence pour le chef de l'État. Mais s'il pense que c'est important, il le fait. Okay. Non, s'il pense, le chef d'État, s'il pense que je dois... Moi, je vous pose la question, votre avis. Oui, moi, je suis d'accord pour que le gouvernement... Décision du chef de l'État. Non, c'est-à-dire... Non, d'abord, c'est mon président de la République, mon cher ami. C'est mon président de la République. Je ne dis pas que j'applaudis tout, je suis intellectuel. Là, il faut... Moi, je ne dis pas applaudir, moi, j'ai dit vous acceptez tout. Non, accepter tout signifie quoi? Moi, j'ai dit que si cela est important, le gouvernement de Maman Soumina a posé les jalons et que notre peut venir continuer, je ne vois pas le mal. Je ne vois pas pourquoi on doit critiquer, on doit parler, on doit en faire un problème sur un plateau de télévision. La mise en place d'un gouvernement, vous voyez les temps de l'installation des membres du gouvernement. Rassurez-vous de la... Mon cher ami, mais en France, ça a été comment? Lorsque vous parlez de fonds publics, il faut mettre pour tous ces animateurs-là. Mais ça se passe toujours comme ça. Merci beaucoup. En France, on a changé. Aujourd'hui, la France a un troisième Premier ministre dans une année. Les contextes ne sont pas les mêmes. Merci beaucoup. Non, les contextes ne sont pas les mêmes, mais ce sont des exemples qui peuvent nous aider à tirer de bonnes leçons. Merci beaucoup. Je vous dis que la France a eu 3 premiers ministres dans un mois, dans une année. Merci beaucoup, Moïse. Vous allez dire quoi? On a compris que ce soit un changement ou un remaniement, vous êtes d'accord? Non, on appelle ça remaniement, ça ne dérange pas. Merci beaucoup. Ça ne dérange pas. Joseph Edeba, que pensez-vous? Mata Tamboni est devenu Premier ministre parce qu'on avait remanié. Sinon, il n'allait pas être regardez tout ce que nous venons d'évoquer ici. Est-ce que ce gouvernement, il voit encore la peine de le garder, de le changer, de le remanier? Que pensez-vous? J'ai entendu beaucoup d'incongruités ici balancées avec toute aisance. Vous pouvez les soulever rapidement. D'ailleurs, je vais rapidement ressasser quelques-unes. Vous savez, j'ai parlé à mon frère ici de l'Argentine, faisant allusion au président Janvier Milei. Janvier Milei a été élu président de la République au même titre que Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Il a parlé des textes qui ne sont pas les mêmes. Non! Les contextes politiques qui les ne sont pas les mêmes. Les contextes politiques de l'Argentine étaient d'ailleurs pires. L'inflation et tout le reste, c'était pire. Mais à moins d'une année, en Argentine... Je ne vous ai pas dérangé. Je ne vous ai pas dérangé, mon frère. Il ne faut pas déranger l'émission, Moïse. Apprenez les bonnes civilités, s'il vous plaît. Il était calme comme vous parlez. Il m'a dérangé d'ailleurs. Je ne vous ai pas dérangé. J'étais très calme à vous écouter, débiter des choses qui n'existent pas. Vous n'avez pas été préparé à venir à l'émission, monsieur Moïse, il faut accepter. Et donc, je vous dis que monsieur Janvier Milei, il a d'abord commencé par bosser.
Le président Tshisekedi nous a chanté ici la réduction du train de vie des institutions. Quelques temps après, le même Tshisekedi nous nomme un gouvernement à plus de 50 et quelques ministres. Alors que Janvier Millet n'a que 9. Il faut préciser 54. S'il vous plaît, Janvier Millet de l'Argentine n'a que 9 ministres. Il a réduit sensiblement les dépenses publiques à effectuer. Pour ne pas parler des voyages du président de la République qui ne produisent presque rien. Ça, c'est vous qui Et le donc, dites. en effet, je suis en train de vous dire qu'il y a de ceux qui travaillent, il y a de ceux qui mauvaise foi. il y a de ceux qui sont élus au même moment que Tshisekedi, mais qui ont fait avancer leur nation sans chercher des subterfuges, ça et là. J'ajoute une autre chose. Il a dit à l'époque, Matata Ponyo avait signé un décret interdisant les recrutements dans les ministères. Mais c'est tout à fait logique dans la logique où le premier ministre de l'époque voulait organiser l'administration publique qui, normalement, devait passer par le recrutement via l'école nationale d'administration créée pour former les cadres, monsieur. ENA. Si vous ne connaissez pas l'histoire, apprenez. N'ayez pas honte de vous informer avant de venir à l'émission. Et donc, en effet, Vous dites encore des une choses fois, que il vous ne dit maîtrisez pas. que le gouvernement à l'époque de M. Kabila a signé plusieurs accords. En 2013, il n'y a eu aucun accord signé. Vous parlez seulement de Nous 2013. avons imposé... La guerre n'a s'il vous pas plaît, commencé en parce que 2013. c'est l'année où nous avons vaincu le M23. Mon ami C'est Joseph, l'année où nous la avons guerre créé n'a pas la guerre. commencé S'il en vous plaît. 2013. La guerre n'a pas commencé en Permettez-moi de 2013. terminer, je ne vous ai pas dérangé. La guerre n'a pas commencé en Laissez-moi 2013. Laissez-moi évoluer. L'émission. La guerre n'a pas commencé en 2013. Le président Kabila n'est pas président Vous en nous grignotez 2013. du temps. Je regrette. Monsieur Moïse Pika, vous êtes juriste. Je pensais que vous pouvez quand même avoir la notion de la respectabilité. Parce que moi, quand vous parlez, moi, je ne vous arrête pas. Que vous dites C'est pour des dire, histoires c'est pour qu'on ne justement peut pas dire supporter. qu'en 2013, on va finir avec nous l'émission. avons vaincu les M23 sans passer par les accords. Nous avons imposé, les vidéos existent, où le général Didier Etumba est assis, paix à son âme, le colonel Mamadou Nana derrière lui, en train d'expliquer comment est-ce qu'ils ont opéré pour taire les barbaries à l'est du pays. Ça existe. Et donc, en effet, si nous faisons mention en 2013, c'est parce qu'il y a eu un leadership de qualité et une gouvernance assaisonnée de l'opérationnalisation de qualité qui a apporté la paix à l'est du pays. Vous devez le savoir. En outre, il nous parle que M. Tshisekedi n'a pas signé les accords avec les M23 et tout le reste pour, n'est-ce pas, protéger les Congolais. Qui vous dit que les Congolais à l'est actuellement là sont protégés? Nous avons plus de 120 localités sous le contrôle de l'ennemi. Comment est-ce que le gouvernement de Kinshasa protège ces gens-là? Expliquez-nous. Répondez les à ma Congolais question. doivent savoir. Et donc ici, Au regard de tout, au regard de tout ce qui précède, au regard de tout ce que je viens de vous il faut dire, changer le gouvernement. non, Il faut faire quoi? nous avons aussi et quelque chose de très important ici à parler, que les défauts existent à la tête du commandement. C'est le président de la République qui n'est pas à mesure de guider ce pays. Il n'a pas été préparé à conduire efficacement la RDC vers son apogée. Il n'a pas été préparé à aider ce pays à faire un bond de progrès et un bond de développement. Il faut qu'on se le dise clairement. Changer de ministre, changer de gouvernement. Est-ce qu'on n'a pas changé? Si on a changé Sama. On a changé Ilou Kamba, on a changé Samadé, on a changé Soumino. Est-ce qu'il y a les progrès pour le peuple? Non. Combien des emplois ont été créés? Zéro. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à faire des supputations, vous et moi, à la télé, comme quoi, voilà, il y a eu une montée en puissance. Il a parlé de quelque chose d'important, la formation. Aujourd'hui, nos FRDC sont humiliés. Pourquoi? Les présidents de la République acceptent de sous-traiter sa sécurité personnelle entre les mains des Blancs, entre les mains des groupes armés, entre les mains des maquisards. Aujourd'hui, le président de la République est protégé par les Blancs. Nous n'avons jamais vu ces choses pendant l'époque de M. Kabila, qu'on a traité de Rwandais. Le président Tshisekedi aujourd'hui vient pour assister au passage de commandement ici à Kinshasa, tout en étant protégé par les mercenaires blancs. Vous voyez la dimension où nous avons atteint aujourd'hui. C'est pour justement vous dire que le problème n'est pas même la primature. Le problème n'est pas les ministres. Le problème, c'est l'incompétence du président de la République qui n'a pas été préparé à, n'est-ce pas, conduire ce pays vers son apogée de développement. Merci qui beaucoup, n'a pas été aussi Joseph préparé pour diriger le peuple congolais et apporter des solutions aux maux qui rongent la société. Merci beaucoup, Joseph Edeba. Vous êtes de LGD, Leadership
et gouvernance pour le développement, cher Amatata Pogno. Je vous dis merci d'avoir répondu à l'invitation, à notre invitation pour participer à cette émission. Merci, monsieur. Merci à vous aussi, à Moïse C'est moi qui Pika. devais finir, pas celui qui a commencé. Non, c'est moi qui Non, ai c'est la police je des sais, débats. c'est vous qui avez la police des débats. mais Merci c'est lui qui a- beaucoup Moïse Vous ne Pika pouvez pas finir pour là où avoir vous avez répondu commencé. Je à, regrette. pour avoir répondu à mon autre invitation. Non, c'est de Mesdames et messieurs, merci à vous de nous Vous voir, de finissez nous là où vous avoir avez commencé. suivis. Merci à l'équipe technique des Géopolis, mais Je aussi suis- l'équipe je suis- technique commis pour la réalisation de cette émission décryptage. Je vois Giscard Tamba, Béni Fombo, Guilain Boutella et toute l'équipe directionnelle, on va dire, l'équipe dirigeante des Géopolis. Merci. On va se voir pour le prochain numéro. L'année 2025 commence. Bonne année chez vous.